Connaissance, recherche, sciences, mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférences, archéologie, nature. Brutalement, autre caractère, d'une dynamique beaucoup plus forte, très différente, dans un autre registre, mais néanmoins un type de geste apparenté. On voit donc là encore, même dans un événement très simple comme un geste final, combien il y a cette volonté de créer l'unité et la différence en même temps. Alors pourquoi j'ai insisté tellement sur cette dualité de matériel et sur la façon de l'organiser? C'est parce qu'en fait, je crois que c'est très symptomatique d'une certaine démarche à plusieurs titres. D'abord, nous voyons que dans la forme, on veut très clairement nous faire distinguer les différents types de musique. Donc il y a un souci de la perception, il y a un souci de rapport entre le contenant général et la matière elle-même, le travail de la matière. Il y a aussi, bien sûr, une façon d'unifier l'ensemble du bâtiment. L'alternance des grands panneaux dans le premier mouvement, l'alternance des tout petits panneaux dans la deuxième partie du deuxième mouvement, celle qui avait les joints. Mais il y a aussi, puisque l'on crée des nouveaux types de matériaux qui vont avoir des relations particulières, un désir d'articuler le passage de l'un à l'autre d'une façon particulière. En fait, nous allons voir la façon dont Boulez développera cette intuition très forte plus tard, qui va devenir, dans sa deuxième sonate, une technique plus systématique, et dans sa troisième sonate, qui va devenir une sorte de choix compositionnel radical pour l'ensemble de la ou des formes de la sonate. La deuxième sonate, c'est cette gigantesque œuvre de 1948 qui veut rendre des comptes, disons, à la tradition. Avec la première sonate, on était totalement indépendant, aussi indépendant que possible de toute tradition, quelle qu'elle soit. Avec la deuxième sonate, au contraire, le compositeur en tient compte, il se glisse dans le système pour mieux le faire éclater. C'est une sonate en 4 mouvements. C'est une sonate avec un grand mouvement lent, comme l'opus 106 de Beethoven, sur laquelle nous nous sommes penchés souvent, avec un 4e mouvement très développé et très polyphonique, qui, comme dans l'opus 106, déstabilisera quasiment, le comportement sonate. C'est une façon de corrompre presque la forme de l'intérieur. Nous parcourons très rapidement l'ensemble des 4 mouvements. Nous n'avons pas le temps de traiter une œuvre aussi longue dans la mesure où nous traitons 3 œuvres de ce compositeur. Simplement, rappelons-nous que dans le premier mouvement de cette sonate, l'idée de composer par des gestes générés par des petites cellules que nous avons vu poindre dans la première sonate est ici beaucoup plus développée. Première cellule, deuxième, troisième. En fait, ces cellules qui ont une grande familiarité
sont traités de façon différente à beaucoup de points de vue, dans le profil, dans la rythmique, etc. Mais elles sont regroupées de façon à former une, disons, phrase générale. Donc il y a véritablement un désir de renouer quelque part avec une certaine linéarité, même si celle-ci est engendrée par une conception du faire musical complètement différent. On s'aperçoit très vite que par l'intrusion du trille, qui connaît très bien son héritage beethovénien et qui de surcroît est sur un si bémol, le si bémol du si bémol majeur de la sonate Hammer-Clavier, les intentions, la vision générale, le plan de l'architecture de la sonate est déjà prévu. En fait, on voit aussi bientôt que l'intrusion des plus courtes cellules possibles, 2 sons, et leur travail, 2 sons imités mais aussi superposés, vont permettre des proliférations locales, j'emploie la terminologie boulésienne par excellence, qui vont faire leur travail cancérigène peu à peu et faire se disloquer le flux et la continuité de cette grande forme. Et un peu plus loin, et un peu plus loin, encore plus long, il y a vraiment des sortes de tissus ravageurs qui se développent pour altérer ce qu'on aurait cru être au début peut-être une musique d'un autre langage, mais d'un comportement plus proche de la tradition. Il y aura néanmoins une volonté de jouer le jeu de l'héritage de la forme sonate, pas seulement dans la forme générale avec les 4 mouvements dont j'ai parlé tout à l'heure, mais avec le bithématisme à l'intérieur d'un même mouvement au type de thème que je viens d'énoncer, s'oppose un deuxième thème qui, lui, est au contraire harmonique et très massif. Mais en fait, qui va permettre des travaux de cellules, de rythme et d'interruption qui, eux aussi, ont toute leur saveur. Je reviendrai sur le deuxième mouvement plus longuement, c'est pour cela que je dis qu'un tout petit mot du troisième, un bref scherzo, et surtout du quatrième, qui en fait réitérera en son début des matériaux et des gestes déjà connus, notamment notre trille emblématique et annonciateur. Ici, nous voyons bien que nous avons affaire à un discours de type beaucoup plus éclaté. Lorsque, plus tard, le trille se dédoublera, on comprendra que le mouvement sera extrêmement actif dans la direction de la déstabilisation. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où il nous semble qu'il y a une volonté de reconstruire, et dans la dimension polyphonique, c'est ce moment où nous allons commencer à perdre les pieds par rapport à l'ensemble de la sonate. Alors, est-ce que ceci est un thème de fugue et est-ce que la polyphonie qui va suivre est une polyphonie stricte? En fait, nous nous apercevrons très vite que c'est une polyphonie que nous aurons du mal à suivre, car les différentes voix font des dessins qui se croisent d'une façon audacieuse.
fait, c'est une polyphonie de cellules et l'écriture, en fait, ce que nous en voyons sur la partition, semble être presque en décalage avec ce que nous en percevons, tant un procédé d'écriture, ici polyphonique, permet au compositeur de créer un nouveau type d'activité musicale. Cette remarque devient plus pertinente, je crois, lorsque le tissu polyphonique devient plus resserré, plus continu et plus dense en même temps. Mais nous sommes bien sûr ici, connaissant l'oreille du compositeur, qu'il n'a pas voulu créer un nouveau type de polyphonie, mais à partir d'une écriture, d'une pensée polyphonique, de créer un nouveau type d'activité musicale, de tissu musical. C'est vrai également plus tard, lorsqu'un troisième stade de polyphonie, encore plus complexe dans sa combinaison, puisqu'il combine des gestes extrêmement variés avec des articulations extrêmement variées, alors nous avons vraiment la sensation d'avoir une succession de propositions de textures différentes. Encore que j'emploie ce terme avec des guillemets, puisqu'ils décrivent fort mal la nouveauté de cette proposition. Le mouvement gagnera en drame peu à peu, et le matériel en sera affecté pour être présenté dans une sorte d'éclatement final. Puis d'éclatement gestuel, non moins efficace, mais lui plutôt par sa violence. Et la coda nous ramènera à un matériau bien apaisé, mais surtout beaucoup plus pur. Nous retrouverons alors des types de cellules originelles qui, cette fois-ci, n'étant pas dans un tissu complexe, apparaissent comme les restes d'un processus compositionnel qui est allé à son terme absolu. Je voudrais revenir un tout petit peu sur le deuxième mouvement, car il est extrêmement intéressant sur le plan de la forme. Nous avons donc vu dans le premier mouvement une sorte de façon de s'imposer un cadre traditionnel formel, ce bithématisme, mais qui était mis en danger par tous ces développements locaux qui peu à peu sont de plus en plus amples et créent un processus en soi au sein du mouvement. Nous avons vu dans le quatrième mouvement comment le fait d'amener la polyphonie dans une référence très beethovenienne, dans une forme sonate, permet d'inventer vraiment une nouvelle activité musicale. Ici, nous voyons une façon très particulière de créer des développements. Au début, il nous semble entendre presque une pièce d'Anton Webern dans l'isolation des différents phonèmes dodécaphoniques est explicite.
nous avions 12 sons et déjà des jeux de symétrie qui rendent peut-être un hommage au maître autrichien. Maintenant, dès l'énoncé de la deuxième phrase, se passe déjà un événement que voici. Vous voyez, nous continuons avec les points maintenant, en quelque sorte. Nous continuons avec notre texte, mais localement, nous avons eu un petit développement. Du reste, une ligne dans chaque main. C'est comme si on accrochait sur un mot ou sur une syllabe une petite ornementation, mais plus que cela, un travail d'écriture, comme si on ouvrait une petite fenêtre. Bientôt, ce type de travail va être, disons, moins homogène avec le texte principal, voire franchement différent, et semble infléchir le cours du texte, qui pour un instant devient beaucoup plus méchant, si j'ose dire, avant de rentrer dans son lit d'origine. En fait, au fur et à mesure, les développements qui ne vont jamais interrompre le cours du texte de base et de référence vont ouvrir des fenêtres toujours plus fantaisistes et toujours plus développées. Jugez-en par la prochaine. Nous sommes là vraiment dans la sévérité de nos mots de base. Et puis, un petit essai qui se transforme en et puis, nouvelle transformation, très contrastée, et ainsi de suite. On voit bien vraiment que, peu à peu, ces sortes de greffes de développement sur le texte prennent de plus en plus de place, mais aussi leur imagination nous permet de voyager dans des mondes sonores toujours différents. Voyez par exemple, lorsque ce développement s'empare d'un des intervalles de notre texte, un intervalle de tierces, ce qui se passe, voilà pour un passage massif, bien affirmé et bien reconnaissable. En fait, on aura presque une exposition des différentes façons de développer ou de composer, avec des moments, comme nous l'avons vu, de gestes très furtifs, d'autres, comme c'était le cas à l'instant, d'intervalles similaires mais massifs, d'autres encore, comme nous l'avons vu précédemment, de gestes résonnants et entrecroisés, ou encore, comme plus tard, une sorte de prise de corps à corps avec l'instrument, mais toujours nous revenons vers notre texte. Et même si dans la deuxième partie de ce mouvement, les développements prennent tellement d'importance qu'il semble que le texte ait disparu, nous nous rendons bien compte, lorsque nous revenons vers la fin, que ce n'est pas le cas. Avec ces notes isolées, bien sûr, un geste va nous montrer que nous approchons de la fin de la pièce, quand les gestes que nous avons connus très dispersés vont au contraire se resserrer infiniment, créant un type d'événement extrêmement spécial. Et peu à peu, la chose se calme.
Et nous revenons dans une atmosphère qui ici évoque un peu celle du quatrième mouvement. Oui, le quatrième mouvement réitère des dimensions déjà connues. Mais peu à peu, nous nous acheminons vers la fin de ce mouvement, qui est tout simplement la fin du texte lui-même. Alors, on a en même temps ici la volonté d'organiser un matériau de base selon les nouvelles lois. On a vu, nous avons compté nos 12 sons. Il y a ce besoin d'être systématique dans un monde qui était jusque-là très libre, libre dans ses impulsions, mais libre aussi dans son langage. Il y a aussi là, dans la façon de répartir ces sons, des jeux de symétrie, des jeux d'espace très frappants. Mais il y a ce désir de développer, il y a cette façon de travailler des développements très différents en les incluant dans un texte de base qui va servir de la corrélation de l'ensemble. Le vieux principe du trope moyenâgeux est ici interprété d'une façon très personnelle, mais c'est un principe qui sera cher à Boulez, et nous verrons comment il le traite d'une façon encore plus radicale dans sa sonate suivante. Dans la troisième sonate, en effet, qui part là d'un matériau de base excessivement organisé, il y a le désir de ne pas tomber esclave d'un matériau super organisé, surorganisé. En effet, quand on a un nouveau matériau, eh bien, il faut qu'il ait ses lois, et quand on est l'un de ceux qui établissent ces lois, il faut que ces lois soient bien déterminées, il faut les appliquer avec rigueur. Mais il ne faut pas en être sa propre victime. Et Boulez a fait des tests personnels de ce point de vue-là, d'écriture automatique, pour voir justement où étaient les dangers de ce genre d'exercice. L'idée donc de composer une sonate avec une forme libre n'est pas seulement pour répondre aux interrogations du moment, c'était aussi le moment où Stockhausen écrivait sa 11e pièce, celle sur laquelle nous nous sommes penchés l'autre jour. Nous allons voir du reste comment il est possible de répondre à la même question d'une façon très différente. Ce qui est intéressant, c'est de voir là comment on essaye de créer de la variété dans un contexte d'un langage très unificateur. Une forme ouverte, en effet, puisque l'héritage très libéré le permet, et puisque l'on s'interroge, quelle forme pour ce type de langage particulier ? Eh bien, naturellement, la publication de l'ouvrage de Jacques Scherrer sur le livre de Mallarmé a été un déclencheur, et l'idée d'écrire en conséquence une œuvre pour laquelle l'interprète, c'est-à-dire celui qui se saisit de l'objet partition, serait lui-même un opérateur. Il prendrait un certain nombre de décisions, il faut donc inclure dans le processus de composition de la forme des possibilités de liberté qui n'empêchent pas cependant à l'identité de la pièce de s'affirmer. Alors, la proposition de cette troisième sonate, c'est maintenant non pas 2 mouvements quand on réfléchit sur les questions de dualisme et de dialectique en musique, ça n'est pas 4 mouvements quand on règle ses comptes, en quelque sorte, avec un
prise en charge de l'héritage classique, et sans doute avec le néoclassicisme ambiant, c'est une façon de réfléchir avec différentes façons de proposer une forme ouverte. Il y en a 5 pour Boulez à ce moment-là, toutes présentées dans une pensée formelle naturellement très organisée, mais il y en a 2 qui sont véritablement achevées, publiées et jouées jusqu'à nos jours. Nous nous sommes penchés l'autre jour sur Constellation Miroir. C'est cette grande feuille de papier avec des séquences musicales réparties et une proposition de trouver un itinéraire, de trouver son chemin parmi les ruelles disparates de ce plan de ville. Aujourd'hui, nous nous penchons plus sur l'œuvre Trop, bien sûr, puisqu'elle développe l'idée que nous venons d'observer dans la 2e sonate. Alors cette idée, c'est de présenter un texte, et en effet d'avoir des développements au fur et à mesure, au lieu d'avoir, comme dans la sonate classique, comme ce que nous avons vu chez Beethoven ou d'autres, eh bien, présentation de thème, et puis développement, ou un thème, une diversion développée, un thème, etc. Nous avons vraiment l'idée de base, et au fur et à mesure, un développement, une réflexion, une parenthèse. Nous l'avons vu l'autre jour, nous avons observé la pièce qui s'appelait, le mouvement qui s'appelait parenthèse, ou un commentaire, texte, commentaire, glose, sont les titres de ces différents types de développement du même texte. Alors, ce mouvement Trop, donc, se présente de la façon suivante. C'est un cahier, vous le connaissez peut-être bien, c'est un grand cahier à spirale. Pourquoi ? Parce que les spirales permettent de changer l'ordre possible des différents mouvements et nous montrent qu'en fait, il est possible de commencer par un mouvement ou par un autre, donc que les panneaux ici eh bien, ont une mobilité. Chez Schumann, par exemple le Schumann de l'humoresque, il y a tout d'un coup un panneau qui était le panneau originel. Mais en fait, il s'agit là d'un jeu de mémoire ou d'un jeu d'évocation. Et puis, ensuite, un événement complètement nouveau. Et puis, à nouveau, un panneau que nous connaissions déjà, mais qui est intervenu à un autre moment de la pièce, qui nous amène à un autre niveau de cette expérience musicale. Mais l'ensemble, finalement, est écrit d'une façon linéaire et il y a un ordre à suivre. Ici, on va plus loin, il est possible de choisir jusqu'à un certain point, parce qu'il y a des indications précises, l'ordre des différents panneaux. Ceci au niveau général, mais au niveau de chacun de ces 4 panneaux, au niveau plus de la page elle-même, j'ose dire, de ce livre, ou des doubles pages, là aussi, il est possible de faire certains choix. Nous l'avons vu avec parenthèse l'autre jour, vous vous rappelez ? On entendait le texte à nu, là encore, comme à l'instant des notes isolées. C'est presque l'exposition d'un matériau. Ceci est un texte, mais c'est aussi un réservoir. On peut travailler avec ces éléments-là, avec ces cellules-là, et eh bien, on décide de travailler ou non. Et alors, on le multiplie, nous n'avons plus une note, mais 4 notes par main, ou alors on continue le texte et on omet la parenthèse. Autrement dit, les différents développements proposés, les différentes idées de développement proposées peuvent être prises en compte ou non par l'interprète. Alors, très évidemment, la longueur, la discontinuité plus ou moins grande, la forme globale seront très affectées. Et donc, ce sont des opérations qui ont des conséquences majeures. Pour nous, commençons par le texte. Ça sera plus pédagogique que de commencer par le plus complexe. Et au début, nous voyons qu'en fait, nous avons une structure de base. C'est comme si je jouais seulement les basses des variations de Bach ici maintenant.
ça ne dit pas grand-chose, mais... Et déjà, chacune de ces notes est enveloppée, habillée, travaillée. Certaines même d'une façon assez élaborée qui déjà suggère un temps différent, comme ce sol dièse isolé, où tout d'un coup le temps est non plus compté mais libre. Voici donc un texte qu'on pourrait dire presque ornementé, quelque part. Ce n'est pas vraiment de l'ornementation, c'est plus que cela, mais par rapport à ce que nous avons jusqu'à maintenant vécu musicalement, ça s'approche le plus de cela. Dans le cas de la parenthèse, nous avons vraiment, c'est le mouvement que nous avons déjà étudié, nous avons vraiment le texte et puis un développement beaucoup plus ouvragé, mais là, les deux sont très clairs, n'est-ce pas ? C'est vraiment ou rien ou tout, si j'ose dire. Et finalement, même si on joue ou non la parenthèse, au bout du compte, on perçoit vraiment des alternances de simples et complexes. Donc des types de panneaux qui alternent ce principe A, B, A, B, A que nous avions dans la première sonate. Cela devient beaucoup plus entremêlé avec glose. Le titre nous le laisse présupposer. Quoiqu'à certains moments, s'ouvrent des fenêtres où le temps, là aussi, est suspendu et où Boulez nous donne des clés pour trouver nos repères dans cette complexité. Par exemple, la première fenêtre maintenant, il a non plus 8 sons, comme dans la parenthèse tout à l'heure, ces larges harmonies, mais il en a beaucoup plus. Par exemple, il en a 13. Il a multiplié vraiment son réservoir de notes au maximum, et il les met tout en paquet, dans un même registre. Le résultat, c'est que ça donnera ces fameux clusters qu'on adorait à l'époque, mais qui surtout, tout d'un coup, créent un type de coloration et de gestes très différents. Donc cette fenêtre qu'il ouvre, elle va être très repérable, parce qu'après une musique d'un type très ponctuel, nous avons au contraire une musique presque faite de taches noires. Sauf cette résonance. Et dans la fenêtre qui vient, il nous expose une harmonie, et là il fait comme Webern l'autre jour, il bloque les hauteurs, de sorte que quand il va dessiner, il va redessiner dans les mêmes hauteurs, et c'est comme s'il analysait cette harmonie. Donc nous avons tout d'un coup un contexte qui, au contraire, est très harmonique et même très harmonieux. Donc là encore, on voit quelque part, il nous perd, mais il nous retrouve en nous donnant des repères. Enfin, dans la 4e pièce, commentaire, là, il joue avec l'idée de départ, le texte lui-même est très ouvragé. Et les petites parenthèses le sont parfois moins, comme si c'était des éclats de ce qui restait. Du reste, à la fin de ce passage, il nous semble que presque les miettes éparses de tout ce que nous avons connu jusqu'à maintenant sont faites pour être le moins repérable possible, alors que le texte développé, lui, est fait de gestes, au contraire, extrêmement significatifs. Ou encore,
jeu, je crois, très boulésien de réintroduire la complexité dans un processus dans lequel la simplicité dans certains domaines était de mise. Là, il y avait des choix, par exemple, formels qui étaient très clairs, comme dans la première sonate. Dans le cas de parenthèses, ils apparaissent de façon évidente, simple, complexe, simple, complexe. Dans le cas de commentaires, au contraire, nous sommes à nouveau perdus dans le labyrinthe. Après le deuxième mouvement de notre deuxième sonate, il fallait donc s'occuper de cette troisième sonate, mais après le quatrième mouvement, celle où le compositeur introduisait une polyphonie à la fin de sa sonate, alors là, nous pouvons aller en territoire beethovénien et nous occuper d'une des dernières sonates, celle qui justement est tellement extraordinaire par son homogénéité. Et pourtant, Dieu sait si les contrastes sont grands. Souvenez-vous du premier mouvement. Et donc de son con amabilita. Il commence en question comme amabilita, avec le point d'interrogation de son trille, comme si Beethoven s'interrogeait pour le devenir de la sonate entière. En fait, commencera un chant extrêmement coulé, et très bientôt, la phrase sera arrivée à son terme, autre chose que je n'arrive pas vraiment à définir. Pardon. Alors, s'agit-il d'un arpège brisé ou d'un petit jeu acoustique, d'un jeu acoustique génial en fait, ou d'un rythme, d'une pulsation rythmique discrète? Rien de tout cela, ou beaucoup plus que tout cela certainement, tout simplement un autre type d'activité musicale avec une technique traditionnelle, les arpèges accompagnés. Beethoven crée véritablement alors je voudrais à nouveau dire texture, et ça n'est pas le cas, ces volutes sont tout autre chose, mais en tout cas une activité différente qui vient créer un contraste tout en nous élevant après l'énonciation de la première phrase. Un peu plus tard, lorsque nous arriverons à la dominante, vous vous rappelez que Beethoven amènera cette dominante par un audacieux mouvement contraire des deux mains, comme si les mains s'ouvraient en éventail, comme s'il voulait signifier l'ouverture à un monde. Mais chacune des mains le fera à nouveau avec un geste très particulier et qui créera un monde acoustique très particulier. Et quand nous aboutissons au sforzato, d'autant plus illuminant qu'il est extrême dans le registre, alors la main gauche, elle, précipitera les trilles vers leur résolution avec des doubles croches qui font beaucoup de bruit, si j'ose dire. En fait, nous voyons qu'à cet autre moment très significatif de la forme, nous arrivons à la dominante. Beethoven trouve un signal, crée un événement
qui nous fait instantanément comprendre, nous en sommes à ce moment-là du processus, et en homme très inspiré, il trouve des activités musicales, des factures, des résultats sonores qui nous élèvent l'esprit. En fait, bien sûr, les trilles que nous venons d'entendre maintenant nous rappellent le tri d'interrogation du début de cette pièce. Nous sommes arrivés à la dominante, et Beethoven peut affirmer cette dominante en mouvement contraire et en gamme conjointe, comme il vient de le faire, mais un peu différemment. Trois fois, comme nous avions trois accords tout à l'heure, et en mouvement contraire, comme nous avions tout à l'heure les trilles et les arpèges, et maintenant ce sont des mélodies, mais quelles mélodies ? Toujours des mélodies de sixte, car l'intervalle de sixte sera un des grands intervalles structurants de toute la sonate. Souvenez-vous, au début, notre thème, son ambitus au début est une sixte. Par contre, la note intermédiaire crée une quarte. La quarte est l'autre intervalle. Souvenez-vous de l'introduction avant le premier tri, point d'interrogation. Seulement des quartes et dans une addition qu'il nous faut retenir car elle interviendra à un moment crucial du troisième mouvement. Lors de la récapitulation, lorsque nous entendrons à nouveau le premier thème, il se passera quelque chose de tout à fait remarquable. Le thème d'introduction, il sera accompagné par, ou plutôt combiné à, ceci. Ce sont nos arpèges spirituels et éthérés, l'idée d'après le premier thème. Qui donne à ce mouvement, à ce moment, une signification particulière. À la fin de la pièce, lorsque la symétrie aura été consommée, et même au-delà, Beethoven improvisera en revenant à l'esprit d'improvisation qui était celui de notre introduction. Pour conclure à la fin, en prononçant deux fois le même accord, cet accord inclut la tierce suivante, c'est la tierce avec laquelle nous avons commencé le mouvement, retour au départ, mais c'est aussi la tierce avec laquelle nous commencerons le second mouvement. Façon de créer une unité, là encore, on voit combien tous ces compositeurs ont un souci d'ordre à des niveaux extrêmement différents. Une œuvre extrêmement organique ne pourra l'être qu'à ce prix-là. Le deuxième mouvement est rapide, abrupt et très simple. Il est en fa mineur, la tonalité du relatif, et il commence par cette même tierce, mais en fa mineur. Curieux, n'est-ce pas? Comme nous avons notre quarte à nouveau, et puis deux accords qui nous rappellent les accords conclusifs du premier mouvement, et enfin un point d'arrivée. Mais combien le tout permet également de définir une sixte, notre autre intervalle structurant. Même chose dans le trio du mouvement, très contrastant, introduisant d'étranges syncopes, et où le motif virtuose très contourné de la main droite est structuré
toujours par notre intervalle de quarte. Sans interruption, nous entrons dans le troisième mouvement. Pourquoi sans interruption? Parce que la coda du deuxième mouvement est une coda qui l'impose quelque part. En effet, nous terminons de la façon suivante. Ceci est la ritournelle de ce petit chant folklorique. C'est du reste un chant populaire très léger. Beethoven, comme Bach, s'amuse à inclure de la musique parfois assez grossière dans un processus de haute volée. Mais il sait aussi, il est maître en matière dramatique. Il sait introduire un silence subit lorsqu'il veut suspendre une continuité et créer un événement. Et voici la coda. Nous entendons des accords finaux à la Beethoven, péremptoires, mais tous interrompus par une réitération de ce silence qui place donc l'accord en syncope. Et donnera à l'accord final un pouvoir d'apaisement considérable. Cet accord final lui-même sera enrichi par un arpège brisé. Élément tout à fait nouveau dans ce deuxième mouvement, mais pas nouveau pour nous. Nous pensons bien sûr à notre arpège brisé et résonnant du premier mouvement. Voyons donc comment les idées parcourent, même parfois de façon très limitée, très locale, les différents moments très contrastés de cette œuvre pour créer différents réseaux unificateurs. Nous nous sommes déjà penchés sur cette page géniale, cette introduction du troisième mouvement, car de même que le premier mouvement avait une courte introduction qui débouchait sur un trille, le troisième mouvement a une introduction beaucoup plus longue, vous vous souvenez, c'est cette introduction avec un récitatif vocal et qui aboutit à une note répétée, puis un intervalle répété, notre intervalle de tierce, celui qui a commencé toute la sonate, celui qui a commencé le deuxième mouvement, et enfin un accord de la bémol mineur qui introduit un arioso dolente. Une page mi-parlée, mi-chantée, qui aura ceci de très particulier, de reprendre, ou plutôt de continuer dans l'accompagnement, l'oppressante répétition de l'accord très compact que nous venons d'entendre. Nous avons déjà parlé des vertus acoustiques de cet accord, je n'y reviens pas. Bien sûr, nous sentons l'oppression que cet accord apporte à la mélodie souffrante qui intervient. Alors, intéressant que le scherzo, nous avions donc un premier mouvement difficile à définir, plutôt, disons, modéré, un deuxième mouvement qui était le scherzo de la troisième sonate, puis dans le troisième mouvement, nous avons une introduction qui est un récitatif, ou parfois même un ricercar acoustique, qui introduit maintenant un arioso. C'est le mouvement lent, c'est le mouvement lyrique de la sonate, mais inclus dans le troisième mouvement. Mais pour accompagner de façon particulièrement expressive et très particulière cet arioso, alors nous utilisons le joint, je réutilise ce mot, cette répétition d'accords qui est fait entre le passage improvisé et le passage chanté.
Voyons donc comment Beethoven arrive, en créant d'énormes contrastes, à créer sur certaines couches des processus de continuité extrêmement puissants. Vous vous rappelez, tout le monde là aussi connaît l'œuvre par cœur, celle qu'on connaît le moins par cœur, celle qu'on connaît le moins par cœur, au pluriel, c'était bien sûr celle que j'ai jouée juste auparavant. Peut-être pas le public qui est réuni là ce soir, je n'en sais rien. L'Arioso se termine de la façon suivante. Par un intervalle de quinte, le renversement de la carte, et par une répétition 3 fois du même son. Vous vous rappelez notre répétition par 3 sons. La réponse au désespoir qui vient d'être exprimée est la réponse constructive de Beethoven, l'architecte, qui maintenant inocule une fugue dans pièce de tradition savante et vocale, dans l'univers instrumental de la sonate et dans un final de sonate qui est supposé être le moment brillant et peut-être plus léger. La fugue, vous vous en rappelez, alors ce sont les intervalles que nous avons soulignés tout à l'heure dans l'introduction au mouvement. Mais ils vont plus loin. Et ici, Beethoven écrira une fugue très libre, très individuelle, malgré le fait qu'il sera puissamment constructeur. En effet, le thème de la fugue sera présenté avec différents traitements qui permettront au passage d'avoir un pouvoir de revitalisation considérable. À la fin de la première fugue, eh bien, nous aboutissons à une sorte de magnification du thème. Jusqu'à une dominante triée. Nous retrouvons notre tri sur la dominante qui a introduit le premier mouvement. C'était une façon d'annoncer en particulier ce moment-là, ce sommet de la construction de notre fugue que nous croyons être l'aboutissement de la sonate. Et quand cet arpège décrit en quelque sorte notre harmonie, nous réalisons que c'est toujours la dimension arpège, celle qui depuis l'origine de la sonate parcourt la sonate, figurée différemment, mais pour mieux manifester des moments particuliers dans la construction générale. C'est une façon aussi d'infléchir le cours des choses, puisque l'harmonie change et que nous nous retrouvons en train de moduler. Les répétitions de l'accord obtenues maintenant nous en disent long sur ce qui va se passer. Eh bien, nous allons nous trouver à nouveau avec l'arioso de tout à l'heure, mais dans une autre tonalité, sol mineur. L'arioso sera avec encore moins de force, comme si l'essai de reconstruction donnait des effets pires qu'auparavant. La voix sera essoufflée, la personne s'exprimant près de perdre la vie à la fin, et on terminera avec quelques soupirs. Et la formule de conclusion du premier arioso sera énoncée avec des syncopes. Pour conclure cet arioso, le même procédé que pour conclure le scherzo tout à l'heure. Mais tout à l'heure, c'était de façon violente et lapidaire.
Alors que maintenant, c'est vraiment, alors que nous sommes exsangues. Lorsque nous avons atteint une tonalité qui nous laisse reprendre l'espoir, le sol majeur, nous avons le bonheur de voir que l'accord se répète, en syncope toujours, et avec la pédale de sourdine, ce qui fait que l'effet acoustique est maintenant différent de celui de tout à l'heure, et l'arpège qui viendra ici pour gommer cette page tellement néfaste dans l'histoire très théâtrale de cette sonate, eh bien cet arpège est brisé maintenant, comme s'il portait encore en lui les soupirs haletants du chant de tout à l'heure. Et si vous êtes maintenant habitué au renversement des motifs, eh bien voici notre motif de fugue qui est renversé. Beethoven emploie les techniques du genre, mais cette fois-ci dans une tonalité telle qu'il nous semble que nous sommes à 2 pas d'une transfiguration. En fait, la transfiguration va être établie peu à peu, marche après marche, et dans un grand travail de composition. Beethoven, utilisant beaucoup de procédés de raccourcissement de son tempo, la diminution ou d'augmentation. Tous les jeux d'imitation sont possibles et finalement le thème de fugue qui va bientôt annoncer une sorte de gloria finale sera enveloppé non plus de tissu polyphonique mais d'éléments virtuoses et sonores qui laissent annoncer l'embrasement final. Ce qui est remarquable, c'est qu'il est très beethovénien, cet embrasement. Le thème maintenant est harmonisé, mais très aigu dans l'instrument, avec beaucoup de sforzati, donc c'est vraiment dans la prégnance et dans la force qu'il s'exprime, tandis que l'accompagnement est rabattu vers le grave, avec des motifs obsédés, et pour aboutir à la fin, par un accord en paquet, comme s'il résumait finalement toute la matière musicale de la sonate entière, mais avec un espace béant entre les deux qui sera bientôt comblé par une nouvelle version de notre arpège. Une version en montant, une version en descendant, une version en montant, pour, à la fin de la sonate, nous montrer que même s'il y a eu ce processus d'ouverture extraordinaire, eh bien, on revient toujours vers les éléments qui ont créé l'organicité d'une pièce. On voit donc bien comment, dans cette sonate, on a une sorte de trajectoire qui est une trajectoire irrésistible et cependant extrêmement brisée. Il y a contraste énorme entre le premier mouvement, le scherzo, et le début du troisième mouvement. Il y a contraste énorme entre ces arioso dolente et ces 2 différentes fugues. Et on voit bien aussi comment Beethoven joue avec un héritage, joue avec une forme, la forme sonate. Si le premier mouvement est en forme sonate, mais avec des ajustements, bien sûr, le troisième mouvement est une sorte de réinvention du genre, avec l'introduction d'une dimension vocale et même d'opéra, avec ce récitatif introductif, avec ce jeu de rapport entre des moments, des grandes pages vocales, les arioso dolente, et des grandes pages contrapuntiques. Et pour chapeauter tout cela, eh bien, il arrive à unifier tous ces contrastes
avec non seulement un sens dramaturgique très fort, mais une gestion des motifs à partir de cellules mères qui lui permet de travailler à un niveau encore supérieur. Voilà, il faudrait non pas 2 heures, mais 20 heures, bien sûr, pour traiter d'œuvres comme celle-ci. Je souhaitais qu'à 3 moments différents, significatifs, la fin d'un moment, la fin d'une ère chez Bach, la fin du baroque chez le Bach des variations dites Goldberg, la fin d'un certain héritage chez le Beethoven de l'opus 110 et le début d'une nouvelle ère, et le début et la définition d'une nouvelle époque avec ces 3 projets boulésiens, nous puissions réfléchir au problème de la forme dans ces différentes strates qui sont tellement connectées les unes aux autres pour mieux apprécier ce qui fait la force irrésistible des grands chefs-d'œuvre qui nous fascinent et qui nous nourrissent. Je vous remercie de votre attention.